Chers amis, bonjour. Je souris parce que là, je vais faire une vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Because. Parce que c'est un projet qui s'appelle la maison transgénérationnelle. Mais qu'est-ce donc que la maison transgénérationnelle? Alors, je vais tâcher de mettre les liens sous la vidéo pour expliquer. Le but de la manœuvre consiste à ce que ce soit un foyer qu'on va appeler une maison, qui doit avoir la capacité d'accueil d'une vingtaine de personnes environ, pas trop grande, de telle sorte que ça puisse être considéré comme une forme de substitut familial. Le but de la manœuvre ne consiste pas à s'opposer à la famille d'origine ou à la famille qui poserait des problèmes au point que quelqu'un s'en trouve rejeté, mais plutôt à proposer une forme de substitut qui permette de protéger l'individu qui se trouverait en danger par la famille, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors déjà, je viens de prononcer un mot incroyable, susciter, enfin pas susciter, mais évoquer le fait qu'une famille puisse être dangereuse pour l'individu. Déjà, il y a des gens qui... Je vois je vois déjà des oreilles qui se dressent, mais ça n'est que la stricte vérité. Alors je vais reprendre toujours cet exemple-là. Moi, quand j'ai pété les plombs il y a 10 ans, il aurait été nécessaire que je parte de chez moi, que j'aille dans un endroit isolé et parfaitement neutre. Cet endroit-là n'existait pas. Conclusion, je me suis retrouvée à l'HP, pour la simple raison qu'il n'existait rien d'autre. Alors oui, il y a bien quelques associations à Rouen qui recueillent des femmes battues, ou enfin moi ça n'était pas mon cas, j'étais pas battue, mais j'avais simplement besoin d'être isolée, de partir de chez moi. À 17h, tous les lits étaient occupés, quoi. Donc on m'a dit, écoutez madame, voilà. Alors, j'aurais été en train de prendre sur la gueule par mon mari, ça aurait été exactement la même chose. Vous voyez? Bon. Alors, ce type de foyer va justement pouvoir permettre d'accueillir les femmes qui sont notamment en détresse relativement à une séparation, un projet de séparation et de divorce, et la cellule familiale est vraiment en crise. Dans ces foyers-là, elles pourront être accueillies. Voilà. Alors, compte tenu de l'éclairage de la journée des femmes hier, et j'y réfléchissais depuis plusieurs semaines, je pense qu'il va falloir créer deux types de foyers. C'est-à-dire qu'il va falloir créer un type de foyer qui ne recueille que des femmes, que les femmes battues, enfin, ou des hommes battus quand c'est un homme qui est victime, parce que ça arrive quelquefois, et c'est aussi grave que si... Enfin, c'est peut-être plus grave encore, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus tabou, donc plus difficile à assumer. Mais ça existe des hommes qui sont battus, et donc ils doivent être protégés au même titre que les femmes, bien évidemment. C'est tellement logique pour moi, quoi. Mais la raison pour laquelle je pense qu'il faut deux types, et qu'il faut des foyers réservés uniquement aux femmes qui soient accueillies, c'est parce qu'une femme qui est battue se retrouve dans un état de traumatisme tellement grave que je pense que la présence d'autres hommes qui sont d'une certaine façon aussi exclus de la société, avec éventuellement des pathologies d'alcoolisme ou de différents problèmes, quand elle est en état de crise et qu'elle est parfaitement désespérée, je pense qu'il est préférable qu'elle se retrouve dans un endroit où il n'y ait que des femmes, excepté le couple d'éducateurs qui tiendra la maison, évidemment, qui tiendra, ou qu'il y ait, en tant que résident, il faut qu'il n'y ait que des femmes. Maintenant, dans le cadre et tout, c'est un autre contexte, bien sûr. Mais pour les résidents, il faut qu'il n'y ait que des femmes. Et l'autre type de foyer sera un foyer mixte. Voilà. Il peut arriver que des femmes aient envie de se séparer de leur mari, n'aient pas de travail, aient été femmes au foyer comme moi je l'étais par exemple, et ça ne pose aucun problème qu'elles vivent dans le même foyer que d'autres hommes, et ça se passera très bien. Il n'y a aucune raison particulière. Alors, je tiens à préciser que cette maison transgénérationnelle
tel que j'ai prévu le projet, semble intéresser la Croix-Rouge. On me l'a clairement fait savoir depuis pas mal de temps. On me l'a fait savoir, je sais pas, il y a peut-être un an ou deux à peu près. Alors, il est prévu que cette maison transgénérationnelle fonctionne en partenariat avec la gendarmerie, en partenariat avec l'hôpital de jour du secteur et en partenariat avec la Croix-Rouge. Alors, pourquoi la gendarmerie ? Parce que quand il arrive que certaines personnes se sentent en danger, voire en danger de mort, dans leur cellule familiale au point qu'elles ne peuvent que se sauver, il est important que la gendarmerie entretienne des bonnes relations avec le couple d'éducateurs qui tiendra la maison transgénérationnelle, de telle sorte que la personne à protéger puisse se sentir protégée effectivement au sein de ce foyer, au sein de la maison transgénérationnelle. Hôpital de jour, pourquoi ? Parce qu'au sein des hôpitaux de jour, il y a des infirmiers psychiatriques qui éventuellement pourront venir donner un coup de main selon les besoins qui se feront sentir. Deuxièmement, il y a le travail des psychologues au sein des hôpitaux de jour. Et donc dans ce contexte-là, dans l'hypothèse où certains résidents sont réfractaires, par exemple, à un travail de thérapie, le fait que ce soit dans un contexte de maison transgénérationnelle, il est tout à fait possible que certains résidents changent d'avis. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de gens qui souffrent, qui auraient besoin d'être suivis par un psy, et le fait que les consultations aient lieu dans un hôpital de jour, ils courent encore, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont un a priori tellement pourri et tellement négatif sur le psy, alors que le psy, je tiens à rassurer tout le monde, un psy, ça fait pipi et caca comme tout le monde chaque matin. Ça raconte des conneries, Un psy, c'est un mec normal en fait, hein. Il a juste fait des études, il s'y connaît un petit peu plus et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, je suis sûr que quand il fait des crêpes, d'ailleurs, il y a plein de grumeaux, c'est sûr. Non, mais je pense que, enfin, je rigole parce que évidemment ils vont se marrer, mais il y a des idées reçues sur le monde psy qui sont quand même assez consternantes, quoi. C'est juste un mec qui s'y connaît un peu plus, quoi, hein. C'est pas la peine de se la péter, hein. Moi, j'ai beaucoup fait rire le mien, en tout cas, à l'époque. Voilà. Alors oui, j'expliquais justement quand j'ai rédigé ça sérieusement sur mon blog et tout ça, je mettais en... Comment dire ? Je me projetais dans une scène particulière, par exemple. Vous avez des résidents, alors évidemment, des hommes, par exemple, qui sont rejetés du système social, SDF, ou etc., et puis qui n'ont pas vu que des petits loups, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. On leur en fait pas... Enfin, vous voyez, quoi. Ils n'ont pas vu que des petits loups, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Bon, vous pensez bien que c'est pas un psy qui va lui en apprendre, hein, celui-là, hein, d'accord ? Bon. Alors, ce mec-là en question qui est rejeté, justement, il a toujours, depuis qu'il est petit, en fait, il a vécu certaines choses extrêmement positives. Et tout à fait, il a acquis des compétences, il a eu une époque où il était peut-être marié, etc., où il était reconnu pour avoir certains talents et certaines qualités. Peut-être qu'après, il a sombré dans l'alcoolisme ou dans autre chose, et qu'il a fait des conneries, c'est même pas peut-être, c'est même très probable, d'ailleurs. Mais bon, toujours est-il que ces choses positives, il s'agit de les faire refleurir, d'une certaine façon. Et donc, au sein de la maison transgénérationnelle, telle que ça va être foutu, dans celles qui vont être expérimentales dans ma région ici, il y a, alors je précise, je suis allée, il y avait un superbe petit château qui était à vendre dans mon entourage, là, il y a quelque temps, qui est à vendre depuis pas mal de temps, d'ailleurs, parce qu'on en a parlé. Et donc, j'ai répondu à l'annonce, et donc je leur ai expliqué, hein, je leur ai carrément dit à l'agence pour quelle raison j'étais intéressée, puisque ça n'est pas moi, évidemment, qui me porterait acquéreur du château en question. Mais en fait, j'avais besoin de visiter ce château parce que je voulais voir si ce type de construction et de lieu pouvait vraiment correspondre à ce que je fantasmais, moi, dans mon projet, en fait. Et donc, j'étais super contente. Bon, alors, je vous signale que l'agent immobilier a quand même fait plus de 250 km, rien que pour moi, hein, pour que je puisse visiter le château. C'est vous dire, quand même. Donc, j'étais super contente. Bon, on a eu un peu de mal à le trouver, mais on a fini par le trouver. Et je suis super contente parce que c'est exactement ce qu'il nous fallait, quoi. Vraiment, quoi. C'est-à-dire que moi, en fait, ce qui me faisait peur, c'est que quand j'ai visité ce château,
je craignais qu'il y ait des signes, comment dire, dans la déco, dans la façon dont il était retapé, etc., qu'il y ait des signes ostentatoires de classe sociale extrêmement privilégiée, quoi. Vous voyez, style grand escalier monumental, ou ce genre de choses, quoi, ou du marbre, ou des choses comme ça. Et en fait, pas du tout. Et donc ça, j'étais super contente parce que c'est ce que je leur ai expliqué. Je leur ai dit, quelqu'un qui est à la rue depuis plusieurs années et qui espère vivre dans un endroit où il se sent protégé, il n'a pas besoin de marbre et de grand escalier monumental, quoi. Hein. Il veut juste être chauffé correctement, que ça lui coûte pas trop cher, etc. Quoi. Donc je suis super contente parce que ce château est entièrement retapé et il est retapé juste ce qu'il faut au niveau standing, c'est-à-dire qu'il est, il est juste bien retapé, sans que ce soit... il est dans un style campagnard et parfaitement authentique et sobre. Et donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc il y a 4 hectares autour, il y a des boxes pour avoir des chevaux, des ânes ou des poneys, il y a des bâtiments annexes, il y a une serre, enfin le truc super, quoi. Vraiment génial. Et donc déjà, on a la bâtisse déjà. Moi, j'essaie de tout faire pour que ce projet avance le plus possible. Et aujourd'hui, j'en suis au stade où je dois passer comment dire, à la concrétisation le plus possible. Voilà. Donc ça, évidemment, j'ai fait mon compte-rendu, j'ai rédigé mon compte-rendu à Thomas pour qu'il l'envoie à la Croix-Rouge. Donc je sais que ça a été fait. D'ailleurs, ils m'ont renvoyé l'offre, je sais plus, il y a quelques jours là, donc histoire de dire bon, on continue. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le principe pour les résidents, le principe de base est le suivant. C'est que il habitera cette maison transgénérationnelle selon le principe du woofing. C'est-à-dire qu'il sera logé, nourri, blanchi, contre une faible rémunération, mais ça c'est pas à moi d'en décider, c'est la Croix-Rouge qui verra selon quels seront les critères exactement, mais moi ce que je trouve extrêmement important, c'est que cette personne participe à la vie de la maison transgénérationnelle. Participer à la vie, j'entends par là au sens le plus rudimentaire, c'est-à-dire aider à la cuisine, aider au ménage, aider à étendre du linge, aider au jardin, aider selon les compétences de chacun. Et c'est là la grande richesse, je trouve, de la maison transgénérationnelle, c'est que justement, elle va pouvoir... C'est pour ça qu'il est souhaitable que sur place, il puisse y avoir le plus de choses possibles faisables. C'est-à-dire un atelier avec des prises de courant standards, sécurisées. Si un résident est doué en menuiserie, eh bien, éventuellement, on achètera le matériel pour que la menuiserie puisse se faire, jardinage pareil, etc. etc. Alors, je ne me cacherai pas par contre que le couple d'éducateurs qui va tenir la maison transgénérationnelle, je souhaiterais personnellement que ce soit des gens qui soient adeptes du bio, parce que j'envisage éventuellement, si c'est possible, dès que ce sera possible, parce que ça n'est pas à moi de décider, d'organiser éventuellement des manifestations, si c'est possible, ou que la maison transgénérationnelle puisse aller vendre la production de légumes sur le marché à Pavie, par exemple, ce qui est tout à fait envisageable. Voilà, comment je vois les choses. Alors, le couple d'éducateurs, là j'en suis au stade en fait où je cherche à recruter maintenant. Voilà, alors le principe étant que le couple d'éducateurs, il est souhaitable qu'il soit plutôt dans la seconde partie de vie, c'est-à-dire 40-50 ans. Je ne dis pas que je ne veux pas d'éducateurs plus jeunes. Je dis juste que s'il y a des éducateurs plus jeunes, je pense qu'il est souhaitable qu'ils viennent se greffer sur l'équipe d'éducateurs plus âgés. Pourquoi un couple d'éducateurs plus âgés? Parce qu'ils sont censés représenter au sein de la famille, entre guillemets, de la famille de substitution, une forme de référent parental ou grand-parental. Voilà pourquoi. Si vous avez des gens aujourd'hui qui sont à la rue, qui ont 50 ou 60 ans, par exemple, je pense qu'il est souhaitable que le couple d'éducateurs référents ait dans ces eaux-là plutôt qu'ils aient 25 ou 30 ans. Ils auront beaucoup, ça a beaucoup plus de chances de mieux se passer si le couple d'éducateurs
à des connaissances acquises beaucoup plus par leur vécu personnel que par leur diplôme. Il faut que ce soit des gens de terrain, quoi. Voilà. Alors, quant aux éducateurs, bien évidemment, ils sont les bienvenus dans ce projet-là, et je ne sais pas dans quelle proportion. Moi, je pense qu'il serait souhaitable que certaines personnes, en plus du couple d'éducateurs référents, vivent sur place, y compris le psy d'ailleurs, si c'est possible. Mais bon, le château que j'ai visité là, il y a quand même 15 chambres avec douche et WC, ce qui est quand même pas mal, hein. Donc il y a vraiment de quoi vivre de façon extrêmement décente et sans luxe. Donc j'ai trouvé ça vraiment tout à fait adapté, quoi. Il y a même comment dire, il y a même des dépendances pour carrément faire le petit studio d'enregistrement, si vous voyez ce que je veux dire. Le fils de la maison était musicien. Curieux hasard quand même, hein. Enfin voilà. Oui, le principe étant de fournir à peu près une demi-journée de travail. Voilà. Alors, je précise que cette maison transgénérationnelle n'a pas pour objectif d'être une maison transitoire. Elle ne sera une maison de séjour transitoire que dans la mesure où le résident le souhaite. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, qui dans la difficulté ou dans la souffrance parce qu'elle est battue, par exemple, vient vivre dans cette structure-là, je tiens, moi, absolument, qu'elle y reste autant qu'elle le désire, elle. Voilà. C'est extrêmement important pour moi, parce que justement, le problème aujourd'hui réside dans le fait que une femme qui subit des coups, ou qui est vraiment en souffrance, ne va pas oser partir de chez elle, parce que quel que soit l'endroit qu'elle trouve, ça sera toujours un endroit provisoire. C'est pour ça que c'est important de bien être attaché à cette notion de durée aussi longtemps que nécessaire. Moi, j'imagine très bien au sein de cette maison que des gens de 50, 60 ans ils viennent y vivre et ils restent définitivement jusqu'à la fin de leur jour. Pour moi, ça serait tout à fait cohérent et tout à fait logique. L'idéal étant, effectivement, dans la mesure du possible, qu'il y ait un accès handicapé, par exemple, ce serait pas mal aussi. Mais moi, je me souviens, par exemple, avoir l'un de mes derniers séjours à l'hôpital psychiatrique, il y a plusieurs années de ça. Ça n'avait pas duré longtemps, ça avait duré une semaine seulement. Et il m'avait promené de service en service, en fait, hein. Tout à fait volontairement, quoi. 24 heures dans un service, enfin bref. C'était en fait pour que je rencontre certains patients. Donc il y avait notamment une jeune femme battue, qui lisait 50 nuances de gris, évidemment, ce qui est parfaitement cohérent. Mais je reviendrai sur le sujet, parce que je vais essayer de pas se mélanger. Mais je me souviens notamment d'une femme qui avait subi un AVC, qui était faiblement handicapée, qui était extrêmement irritable, et pour cause, elle ne vivait qu'avec des gens dans le service qui étaient infiniment plus amochés qu'elle, et elle est destinée à finir ses jours là-bas, alors que cette femme-là, de toute évidence, est parfaitement capable d'éplucher les légumes, de mettre la table, etc. D'ailleurs, elle filait un coup de main là-bas. Et il y a des tas de gens aujourd'hui qui sont en hôpitaux psychiatriques qui pourraient parfaitement vivre dans ce type de structure. Et ils auraient une vie infiniment plus digne et beaucoup plus intéressante. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Le couple d'éducateurs, moi je pense en fait à la seconde partie de vie, je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais éducatrice il y a une trentaine d'années, je me souviens qu'il y avait des éducateurs qui m'avaient dit « De toute façon, éducateur, c'est un métier qui te bouffe tellement qu'au bout de 10 ans, souvent, il est nécessaire d'en changer. » Et je pense que de toute façon, il y a beaucoup de métiers comme ça où, sur le plan psychologique, c'est assez dur. Et donc, effectivement, quelquefois, avant le burn-out, quand on a la présence d'esprit de s'arrêter avant, avant le burn-out, il est bon de se remettre en question dans son cheminement personnel. Et le fait de tenir ce genre de maison, justement,
ça ne veut pas dire qu'il faut passer systématiquement de l'un à l'autre. Mais je pense que ça peut être une alternative à certains adultes qui sont éducateurs, qui ont déjà une bonne carrière derrière eux, et qui ont envie de tenter l'expérience. Parce que c'est vrai que c'est une aventure, hein, je le reconnais, c'est une aventure. Je pense que c'est une aventure d'autant plus intéressante que c'est moi qui suis à la base. Bon, ça va sans dire évidemment que on m'a dit sur le réseau Linked, quelqu'un de la Croix-Rouge justement, comme par hasard, m'a dit un bon leader, c'est quelqu'un qui sait, se reposer sur les autres pour réaliser ce qu'il a projeté, etc. Enfin bon, c'était tourné de façon plus subtile que ça, mais j'ai fort bien compris le message. Et donc je suis parfaitement d'accord là-dessus. D'autant plus que moi j'ai pas que ça à faire, j'ai d'autres projets, j'ai plein d'autres projets. Donc il est absolument hors de question que moi je tienne cette maison transgénérationnelle. Mais par contre, je suis à disposition, entièrement à disposition, pour étudier la mise sur pied, le fonctionnement et les différents problèmes qui pourront se présenter et trouver des solutions. Oui, parce que c'est en cherchant qu'on trouve, en général. Je tiens à préciser qu'il est possible aussi que l'on cherche à construire une maison transgénérationnelle, éventuellement. C'est un projet qui n'est pas écarté du tout et qui présente d'autant plus d'intérêt que nous avons du terrain à construire à Saint-Austrebert, et donc ce serait parfaitement envisageable. Parce qu'au sein de cette maison transgénérationnelle, il pourrait y avoir certaines personnes, par exemple, qui travaillent pour la commune. De façon occasionnelle, ou alors que je vous explique, en fait, j'ai un projet de sentier de randonnée qui irait de Saint-Austrebert et qui rejoindrait Pavilly. Un sentier de randonnée qui serait éventuellement adapté au handicap, qui pourrait présenter aussi la possibilité de se promener en petit attelage avec un poney ou avec un âne. Et donc ces personnes dans cette maison transgénérationnelle pourraient parfaitement travailler et accompagner ces personnes-là sur ce chemin de randonnée. Voilà pourquoi je pense que ce serait bien d'en faire une à Saint-Austrebert même, sur le terrain à bâtir. Voilà. Alors, pour information, la semaine prochaine, il y a une réunion avec Passerelle et Compétences à Paris. J'ai pas mon... S'il est là, j'ai pas, je vais vous dire ça. J'en ai déjà parlé dans une des vidéos, c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après, c'est le 17, mardi 17, Passerelle et Compétences, 88 rue Gemap. 01 83 64 59 04. Alors est-ce que c'est une manipulation pour mettre le pied à l'étrier, ou est-ce que cette réunion va vraiment avoir lieu? Parce que c'est déjà arrivé qu'on me fasse le coup et puis je me pointe là-bas, il se passait rien. Donc c'est pour ça que je précise. Donc moi personnellement j'aimerais bien y être, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que le fait de rencontrer des personnes qui travaillent aujourd'hui dans le social, qui travaillent autour des SDF, qui travaillent autour de l'alcoolisme, qui travaillent autour des violences faites aux femmes, j'aimerais, moi, rencontrer des gens qui s'intéressent à mon projet, de telle sorte qu'en dialoguant avec eux, ils puissent m'informer de certains aspects que moi, je ne verrai pas. Parce que la meilleure façon de progresser quand on veut parvenir à voir un projet avancé véritablement, c'est de confronter les opinions. Or, moi, je suis toute seule derrière mon ordinateur et personne jamais ne commente quoi que je dise. Le résultat des courses, c'est que moi, du coup, à partir du moment où je parle et qu'on ne me répond pas, eh bien, je ne peux pas, comment dire, je ne peux pas synthétiser et avancer plus que je ne peux, quoi, puisque j'ai besoin de la concertation. Alors, si on me refuse la concertation, moi, je ne peux pas avancer. Voilà. Donc là, je fais cette vidéo pour expliquer. J'ai expliqué. Maintenant, la balle n'est plus dans mon camp. Voilà.